Alors bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui je vais vous parler du plan Barbarossa, le plan qui a initié l'invasion de l'URSS par les Allemands le 22 juin 1941. Je vous rappelle d'ailleurs que un peu moins de 2 ans avant, Hitler et Staline avaient conclu un pacte de non-agression le 23 août 1939 et que c'est Hitler qui va rompre ce pacte. Je vous renvoie à la vidéo que j'ai faite sur le pacte germano-soviétique et je mets le lien en dessous. Alors je vais m'appuyer pour parler de cette genèse de Barbarossa sur le livre de Jean Lopez et de l'achat Ockt-Mesuri, qui est paru en 2019, Barbarossa 1941, la guerre absolue, qui se distingue des autres ouvrages sur ce conflit. Je pense au très bon bouquin de Philippe Richardot, Hitler contre Staline, la guerre à l'Est, que je vous conseille de lire. Je mettrai les références en dessous de la vidéo. Le bouquin de Lopez et de Mesuri se distingue parce qu'il évoque longuement la genèse de Barbarossa, à peu près un quart du livre, environ 200 pages, hein, c'est assez touffu. Et on y apprend, entre autres, que Hitler a été influencé par deux mouvements, par un homme et par un mouvement politique. Premièrement, il a été influencé par les Russes blancs qui ont perdu la guerre civile contre les bolcheviks, guerre civile qui a eu lieu entre octobre 1917 et à peu près mars 1921. Et ces Russes blancs se sont réfugiés en fait en Allemagne, dans l'Europe entière et même aux États-Unis. Et en tout cas, ceux qui se sont réfugiés en Allemagne ont apporté avec eux leur antisémitisme et leur anti-bolchevisme. Et notamment ceux qui étaient issus du mouvement des Sangs Noirs, un mouvement qui a été créé après la révolution russe avortée de 1905, qui était monarchiste, ultranationaliste et antisémite, et qui associait le judaïsme et le bolchevisme. Et puis, Hitler a été influencé par son mentor idéologique, Dietrich Eckart, qu'on connaît peu parce qu'il est mort en 1923, mais qui est un des fondateurs historiques du parti nazi, et qui était un écrivain et un essayiste, qui avait écrit une histoire du judaïsme de Moïse à Lénine. Tout le programme est dans le titre, c'est-à-dire que pour Eckart aussi, judaïsme et bolchevisme étaient liés. Enfin, je note quand même que Lénine n'était pas de confession juive, et que Staline ne l'était pas non plus. Donc ainsi, pour Hitler, le régime bolchevique était en fait le rejeton monstrueux du judaïsme. C'est pour ça que la guerre à l'Est va prendre une tonalité extrêmement violente, sinon exterminatrice. J'ajouterai que cette vision fantasmée d'un régime bolchevique tenu par les juifs reste un fantasme, puisque je rappelle, comme je l'ai déjà fait, que ni Lénine ni Staline ne sont juifs, et que si évidemment il y avait des juifs au sein du parti bolchevique, je pense à Trotsky et à Zinoviev, ils étaient extrêmement minoritaires et que globalement, au XIXe siècle et au début du XXe siècle, les partis socialistes européens accueillaient plus de juifs que les autres partis. Pourquoi? Parce que c'était des partis universalistes qui ne faisaient pas de discrimination à l'embauche si je puis dire. Donc c'est pour ça qu'il y avait une surreprésentation des juifs dans les partis socialistes européens. Alors Hitler va exposer ses vues sur la future opération Barbarossa dans un discours qu'il va prononcer devant un parterre de généraux et de maréchaux le 30 mars 1941 à la chancellerie à Berlin, où il va énoncer que cette future guerre sera radicalement différente de la guerre menée à l'Ouest contre les Franco-Anglais, et que l'objectif de cette guerre sera de détruire les fondements de l'État soviétique, le régime judéo-bolchevique et l'élite judéo-bolchevique qui gouverne ce pays. Donc le ton était donné dès le 30 mars 1941. J'ajouterai que lors de ce discours, Hitler n'a pas parlé du problème juif et du traitement que sera réservé aux juifs soviétiques. Je rappelle quand même que l'URSS à l'époque est le pays qui concentre une communauté juive de plus de 3 millions d'habitants, la plus importante du monde, et qu'évidemment Hitler va initier une politique exterminatrice envers cette communauté juive, mais il n'en parlera pas lors de ce discours du 30 mars 1941, car évidemment, cette politique génocidaire voudrait être secrète. Ce sera l'occasion d'une prochaine vidéo. Alors,
Cette politique exterminatrice sur le front de l'Est, elle va s'organiser autour de 2 directives et d'un plan. Mais d'abord, je noterai que la future sauvagerie des troupes allemandes et nazies en URSS va être favorisée aussi par le fait que l'Union soviétique n'avait pas signé les conventions de Genève sur le droit de la guerre au début du XXe siècle, et notamment qui traitait du traitement des prisonniers de guerre et de l'action envers les populations civiles occupées. L'URSS n'avait pas signé les conventions de Genève et donc d'une certaine manière, Hitler se sentait les mains libres à l'Est et il pouvait demander à ses armées d'y aller franco dans la mesure où l'URSS ne faisait pas partie, si je puis dire, des nations entre guillemets civilisées qui avaient signé les conventions de Genève sur le droit de la guerre. Alors les 2 directives qui sont le fondement de la future guerre à l'Est, ça va être une directive qui a été émise par Keitel de l'OKW, de l'Oberkommando der Wehrmacht, le chef de l'armée de terre, hein, le chef de l'armée allemande, pas de l'armée de terre c'est l'OKH. Cette directive va être émise le 13 mai 1941. Elle est relative au rôle des tribunaux militaires sur le front de l'Est. Alors le rôle des tribunaux militaires est normalement de garantir la discipline de la troupe pour éviter l'anarchie, et deuxièmement d'éviter les exactions de la soldatesque envers les populations civiles occupées. Donc c'est un rôle très important, ce qui fait qu'un soldat en temps de guerre, normalement, doit se comporter de manière correcte. Bon, évidemment, il y a toujours des débordements. Or, cette directive émise par Keitel va dessaisir les tribunaux militaires des exactions commises par les soldats allemands en URSS contre les militaires et les civils ennemis. Concrètement, tout soldat allemand aura un pouvoir de vie et de mort sur n'importe quel militaire et civil soviétique durant cette guerre. C'est la porte ouverte, évidemment, à toutes les exactions possibles et inimaginables. Il va y avoir une deuxième directive beaucoup plus connue, le commissaire Beffel, l'ordre des commissaires, qui va être édité par le même Keitel de l'OKW le 6 juin 1941, 2 semaines avant Barbarossa, et qui va édicter que tout commissaire politique capturé sera exécuté immédiatement sans jugement préalable. Je rappelle qu'un commissaire politique, c'est un membre du Parti communiste du RSS qui, à l'époque, était dans toutes les unités militaires pour surveiller l'application des ordres et surveiller, en fait, les militaires en place. Hein, c'était l'œil de Staline, en fait, qui surveillait les officiers supérieurs dans toutes les unités sur le terrain. Je rappelle que ces commissaires politiques seront... l'institution sera éliminée à partir de 1942 parce qu'elle était quand même assez contre-productive puisqu'elle terrorisait en fait les militaires qui étaient paralysés par la peur de mal faire. Ce commissaire Beffel est le plus connu des actes, je dirais, iniques, contraires à l'honneur militaire, puisque ces commissaires politiques étaient considérés quand même comme des soldats dans l'armée rouge. Alors, il y a eu très peu de résistance à ces 2 ordres, ces 2 directives contraires à l'honneur militaire allemand. Il y a eu quelques états d'âme de certains généraux et de certains maréchaux qui ont vite été éteints par la hiérarchie militaire. Et globalement, il faut savoir que depuis 1933, la propagande antisémite et anti-bolchevique avait fait son œuvre et avait animalisé et les juifs et les bolcheviks. Et puis évidemment, chez certains officiers généraux et supérieurs, il y avait des motivations carriéristes, opportunistes, et puis aussi la peur, tout simplement, d'être arrêté par la Gestapo. Il va y avoir aussi un plan appelé le plan famine, qui va être initié par le secrétaire d'État à l'agriculture Herbert Brack, qui est un fonctionnaire peu connu en fait du parti nazi. C'est un plan qui est peu connu parce que bon, la guerre a duré 3 ans et demi, donc il n'a pas pu évidemment
se mettre en place complètement. Il était peu spectaculaire par rapport aux escadrons de la mort mobile, les Einsatzgruppen, qui vont agir sur les arrières des armées et exterminer les juifs soviétiques. Mais il ne va pas être moins redoutable, puisque en 3 ans, plusieurs centaines de milliers de civils soviétiques vont mourir de faim. Mais surtout, l'arme de la faim va décimer les prisonniers soviétiques. Je rappelle que dans cette première année de guerre en 1941, 5 à 6 millions de prisonniers soviétiques vont être faits par les Allemands au cours des gigantesques encerclements du début de la guerre, et que sur ces 6 millions de prisonniers soviétiques, plus de la moitié vont mourir quelques mois après leur incarcération par les mauvais traitements et par la sous-alimentation. Donc on peut parler d'un véritable génocide de prisonniers soviétiques en cette année 1941, initié par les mauvais traitements, mais aussi initié par ce plan faim, par la sous-alimentation chronique des prisonniers soviétiques. Et ce plan faim, d'ailleurs, prévoyait, qui a été fait en collaboration avec Göring, le numéro 2 du régime, prévoyait que 20 millions de soviétiques périraient au cours de cette guerre. Voilà, à la prochaine vidéo sur Barbarossa, je vous remercie, à bientôt.